one kiss from you that changed my life in just a minute. Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une 4e vidéo sur mon métier d'infirmière. Je vous avais déjà réalisé 3 vidéos sur ce sujet. La première consistait à vous raconter mon parcours de formation et le déroulement des études d'infirmière. La deuxième était sur ma première expérience professionnelle et la troisième sur mon expérience professionnelle en Suisse. J'avais fait en sorte qu'elle soit le plus complète possible et quand je les regarde je me dis que je n'en étais pas trop mal sortie puisque j'avais beaucoup de sujets à aborder. D'où le fait que j'en avais fait 3 à l'époque. D'ailleurs je vous les mettrai en lien 1, 2, 3 sur le haut de la vidéo. Et je reçois encore beaucoup de mails à ce sujet. Alors ça me fait très plaisir de pouvoir vous aider, vous répondre. Mais c'est vrai que j'ai des questions qui reviennent assez régulièrement. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose que je réponde à ces questions en vidéo pour aider toutes celles et tous ceux qui éventuellement se posent les mêmes questions. Oh là là, la phrase était très compliquée. Voilà, bref, tout ça pour dire que je vais répondre à ces questions. Je me suis fait des petites notes sur des post-it pour avoir une trame. Alors les questions entre elles n'ont pas vraiment de rapport, mais voilà, c'est un peu une vidéo fourre-tout où je réponds à pas mal d'interrogations. Tout d'abord, quelqu'un m'a dit très récemment dans les commentaires qu'elle avait travaillé en tant qu'ASH l'été dans un hôpital et qu'elle avait trouvé que cette expérience professionnelle était très bien. Alors ASH, qu'est-ce que c'est? C'est le métier d'agent de service hospitalier, donc en gros vous vous occupez de l'entretien des chambres et des parties communes de la clinique, donc le nettoyage des chambres quotidien, le nettoyage et la désinfection des chambres entre 2 patients. Selon les établissements, ça peut aussi être l'occasion de distribuer les plateaux repas, etc. C'est un métier qui est accessible avec peu de formation et c'est un métier qui est tout à fait accessible, en tout cas l'été, pour un petit job d'été. Si vous avez pour projet de travailler dans le milieu médical, que ce soit infirmier ou médecin, kiné, ergothérapeute ou que sais-je encore, ça peut être une très bonne façon d'avoir un pied dans le milieu hospitalier, sans être forcément dans les soins, mais c'est vrai que ça vous aide quand même à repérer de façon plus facile la hiérarchie, voilà, le médecin, l'infirmière, les soignants, qui a quel rôle, et puis le parcours du patient aussi. Donc c'est un métier qui est très sympa, qui à mon avis est assez physique, assez fatigant, mais c'est vrai que si vous avez envie de travailler dans le milieu médical, ça peut être une bonne chose. Je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de filles, de certaines amies qui ont 18 ans, qui cherchent un petit job d'été, je vois beaucoup de ces personnes-là qui cherchent du travail dans ce milieu et c'est une très bonne chose. Au niveau du salaire, je ne peux pas du tout vous dire, j'ai aucune idée du salaire, mais voilà, ça peut être un boulot très sympa. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est au sujet de l'échec en fac de médecine, puisque, vous le savez probablement, les études de médecine ce sont des études très difficiles auxquelles on accède suite à après un an d'une année préparatoire qu'on peut renouveler jusqu'à 1 fois, donc 2 ans maximum. Et le numerus clausus est très réduit, donc quand vous passez ce concours, je ne sais plus quelles sont les chances, mais elles sont assez réduites et elles demandent un sacré investissement personnel. Donc il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en études d'infirmière après un échec en fac de médecine. Alors moi je suis pas du tout là pour vous dire c'est une très mauvaise idée, ça va pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux vous dire. Moi je veux juste vous mettre en garde si vous êtes dans cette position là par exemple. Le métier de médecin et le métier d'infirmier c'est certes le même milieu, mais ce sont deux métiers qui sont complètement différents en termes de relationnel, en termes de connaissances. C'est un rythme de travail qui n'est pas du tout le même. Bien sûr c'est un salaire qui n'est pas du tout le même, mais ce sont également des responsabilités bien différentes. Donc voilà, ça reste le même milieu professionnel mais c'est vraiment très différent, donc je suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut pas faire infirmière après avoir raté le concours de médecine, mais voilà, sachez-le. Si vous arrivez, si vous commencez des études d'infirmière en vous disant de toute façon infirmière dans la hiérarchie c'est juste au-dessous de médecin donc ça sera à peu près pareil, non, c'est vraiment bien différent. Un médecin, il mène sa barque, il fait ses interventions chirurgicales, il prescrit et le relationnel n'est pas toujours très présent, en tout cas ça dépend des milieux. Le milieu d'infirmier en tout cas il y a un relationnel qui est beaucoup plus important, on travaille sur le rôle prescrit et sur le rôle propre, on n'a pas du tout les mêmes responsabilités, on n'a pas du tout la même charge de travail, on ne prend pas les mêmes décisions au quotidien, on a quand même, voilà, on a toute une partie de notre référentiel de formation qui nous pousse à réfléchir par nous-mêmes, à décortiquer les situations, à observer le patient, il y a beaucoup de situations cliniques voilà, sur lesquelles on réfléchit, mais on n'est pas médecin, c'est 2 métiers différents. Donc voilà, je voulais juste vous mettre en garde de ce côté-là puisque il ne faut pas prendre les études d'infirmière comme la continuité classique des études de médecine. Un autre point, on saute vraiment du coq à l'âne, donc vous inquiétez pas. J'ai certaines personnes qui m'ont envoyé des mails pour me dire mais comment est-ce qu'on fait si on a des moyens un peu serrés.
qu'on ne peut pas se permettre de faire des études d'infirmier et de ne pas avoir de salaire pendant ce temps-là. Est-ce qu'il y a un moyen d'être financé ou pas? Alors, bien sûr, si vous êtes boursier, il n'y a aucun souci pour obtenir une bourse pendant vos études d'infirmier, donc ça, c'est pas un souci. En dehors de ça, je voulais vous parler des financements. Alors, il en existe de deux sortes. D'abord, le financement par l'hôpital public. Voilà, je connais plusieurs personnes qui sont passées par ce moyen de financement. Moi, étant donné que ça n'était pas mon cas, je ne peux pas rentrer vraiment dans les détails, mais tout ce que je sais, c'est qu'en gros, l'hôpital public de la ville dans laquelle vous faites vos études vous donnait une certaine somme d'argent. Alors je sais pas si c'est 400, 500, 600 euros, je sais pas trop de quel ordre c'est, mais bref, vous donnez cette somme tous les mois pendant toute la durée de votre formation. Et à la fin de votre formation, vous vous engagez à travailler pour l'hôpital public, donc qui vous a financé cette formation, à hauteur de, alors ça dépend aussi de la somme que vous avez touchée, mais 1 an, 2 ans, 3 ans. Méfiez-vous, et enfin il faut le savoir à l'avance, l'hôpital qui vous a financé cette formation va vous placer dans le service de son choix, donc la plupart du temps c'est dans le service dans lequel ils ont des besoins, donc par extension c'est souvent de la gériatrie, c'est souvent de la psychiatrie, c'est souvent des horaires pas très faciles avec des charges de travail assez difficiles. Donc voilà, c'est une situation un petit peu compliquée, il faut le savoir, ne vous attendez pas à obtenir ce financement et à vous retrouver dans le service de vos rêves en réa, en soins intensifs, en chirurgie ou aux urgences. Voilà, il faut le savoir, si vous n'avez pas le choix, c'est quand même une bonne chose, ça veut dire qu'à la sortie du diplôme vous aurez un job qui est garanti et croyez-moi, en cette période de crise c'est une très bonne chose, mais voilà, il faut être au courant. Je vous le précise aussi parce que je suis pas certaine que les personnes qui s'occupent de ce financement vous le précisent trop. À mon avis, ils vous expliquent que voilà, vous êtes engagé pour un certain nombre d'années. Si vous arrêtez avant cette période d'engagement, vous avez de l'argent à rembourser bien évidemment à l'hôpital public. Mais je ne suis pas certaine qu'ils vous précisent exactement dans quel service vous allez atterrir. Donc voilà, sachez-le, ça se passe pas exactement comme on le souhaite. Quatrième point que je voulais aborder, le concours infirmier. J'ai reçu pas mal de questions. D'après ce que j'ai compris, donc les études d'infirmière ont beaucoup changé, et d'après ce que j'ai compris, le concours n'a pas trop changé, en tout cas les modalités sont assez similaires. Et on m'a demandé beaucoup de conseils, donc comment réussir le concours, qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors pour les épreuves de tests psychotechniques, c'est beaucoup de suites logiques, beaucoup de mastermind, donc j'ai envie de vous dire, pour réussir, il n'y a qu'une solution, c'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Au bout d'un moment, moi les masterminds, je détestais ça, je comprenais rien, mais au bout d'un moment, je les faisais d'une traite, c'est tellement automatique que ça devient super logique, et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de rabâcher le truc et d'en faire sans cesse. Pour l'épreuve de culture générale, il faut avoir donc beaucoup d'ouverture d'esprit, il faut se renseigner beaucoup sur les progrès médicaux actuels, sur toutes les problématiques de santé publique, je sais pas, le droit à l'avortement, il y a des grands sujets comme ça qui retombent chaque année, la prévention du sida, la contraception, il y a vraiment beaucoup de sujets comme ça qui reviennent assez fréquemment. Moi, il y a un magazine que je voulais vous conseiller, c'est un magazine, c'est une émission de télévision qui s'appelle le Magazine de la Santé, qui est sur France 5, alors qui passe à un horaire pas très facile, je crois que c'est 12h30, 13h ou quelque chose comme ça. Donc moi je suis jamais devant ma télé à ce moment-là, mais le site de France 5 a bien évidemment, comme la quasi-totalité des chaînes de télévision, un site de replay qui vous permet de regarder ces émissions par la suite. Et cette émission est géniale. Alors moi je suis complètement fan du présentateur, qui est donc Michel Simès, assisté de Marina Carrère-Dancos, à savoir que ces deux présentateurs sont médecins. Marina Carrère-Dancos, je crois, n'exerce plus, et Michel Simès exerce toujours sa profession d'urgentiste. Urgentiste ou... j'ai un doute, mais je crois bien que c'est urgentiste. En tout cas, je crois qu'il exerce à Paris. Et donc, ils reçoivent beaucoup de personnes sur leur plateau, des gens qui travaillent dans les laboratoires, ils reçoivent des médecins, ils parlent de problématiques de santé publique. C'est abordé avec un vocabulaire et une façon de parler qui est très agréable et qui est absolument accessible pour tout le monde. Donc même si vous regardez cette vidéo et que vous êtes comme moi passionné de médecine, je vous invite vraiment à regarder cette émission. Il n'y a pas d'images choquantes, et le peu d'images choquantes qui peuvent arriver sont souvent mises en noir et blanc. Hein, vous savez que voir du sang rouge, c'est parfois un peu insoutenable, mais alors en noir et blanc, je sais pas pourquoi, les choses passent toujours mieux. Et en tout cas, le public est toujours averti juste avant que ça soit diffusé, puisque bien évidemment, ça passe à des heures de grande écoute. Donc si vous êtes sur le canapé avec vos enfants qui ont en dessous de 10 ans, à mon avis, c'est pas une très bonne chose. Donc de toute façon, vous êtes avertis, et les images sont très rarement insoutenables. Et c'est une émission qui m'a beaucoup aidée. Il y a vraiment, voilà, les thèmes abordés sont très intéressants, et je me suis beaucoup servi de ce que j'avais vu dans cette émission pour les concours, que ça soit l'épreuve de culture générale ou que ça soit pour l'épreuve à l'oral. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé.
Troisième chose que je voulais vous conseiller, c'est le site infirmier.com, qui est un site donc sur la profession infirmière, qui vous parle des décrets, qui vous parle des changements de référentiels de formation, des protocoles, etc. Il y a également un forum qui est très bien fait et qui est rempli de beaucoup de personnes avec beaucoup de discussions. Et si vous avez une question à vous poser bien particulière sur un hôpital, quelle est sa réputation, sur des études, des stages, etc., il y a à peu près toujours quelqu'un qui peut vous répondre. C'est un échange vraiment super sympa entre des gens qui travaillent, des gens qui sont en études, des gens qui ont envie de devenir infirmier, et c'est un site qui est vraiment aidant. Donc voilà, je vous conseille ces 3 axes pour pouvoir préparer plus facilement les concours. Une autre question que l'on m'a posée, c'est comment est-ce que tu as fait pour trouver ta voie? Donc sous-entendu, comment est-ce que tu as fait pour savoir que toi ce qui te plaisait c'était la chirurgie, les soins intensifs? Alors ça, moi je n'ai pas du tout commencé des études d'infirmière en me disant ouais chouette, la chirurgie c'est sûr ça sera fait pour moi. Je suis une nature très curieuse et moi j'aimais déjà beaucoup les émissions médicales, voilà, donc typiquement le magazine de la santé, etc. Et j'ai globalement jamais trop eu peur du sang. Voilà, déjà de nature ça m'a jamais trop effrayée, donc j'étais déjà bien lancée pour aimer la chirurgie et les soins intensifs. En dehors de ça, c'est quelque chose qu'on découvre au fil des études. Moi, mon tout premier stage, c'était la maternité. Donc, autant dire le service qui, à mon avis, plaît à quasiment tout le monde. Parce que voilà, j'avais des bébés avec moi toute la journée, c'était génial. Ensuite, j'ai poursuivi avec un stage de gériatrie. Alors là, c'est un peu le stage. Dès que vous le commencez, tout le monde va vous dire bah ouais, super, bah bon courage, hein, être avec les papis mamies toute la journée, changer des protections, mettre des dentiers et puis distribuer des médicaments, c'est pas très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé ce stage. J'aime beaucoup la proximité avec les personnes âgées en général et donc j'avais vraiment beaucoup aimé ce stage. Et mon troisième stage, c'était un stage en psychiatrie, et là je me suis tout de suite rendu compte que ça n'était pas un service qui était fait pour moi. Moi la folie, les maladies mentales en général, c'est quelque chose qui m'effraie, et vu qu'on a toujours pas en 2014 des réponses à beaucoup de questions, étant donné que je ne comprends pas, je n'arrive pas à apprécier ce milieu, et je m'y intéresse, mais ça m'effraie. Donc c'est un service qui dès le départ ne m'a pas plu, un secteur même en général qui ne m'a pas plu, et je me suis dit voilà, la psychiatrie globalement ça doit pas vraiment être fait pour moi. Et puis ensuite, 4e stage de première année, donc au mois de juillet, je suis atterrie dans un service de soins intensifs, et là ça a été l'apogée. Je me suis rendu compte qu'avoir une prise en charge globale d'un petit nombre de patients, mais vraiment en profondeur, donc tous les soins techniques, voilà, surveiller tous les risques qui peuvent exister autour de ces personnes, le risque hémorragique, le risque infectieux, le risque de douleur, la mobilisation, voilà, décrypter les prises de sang tous les matins, moi c'est un truc qui m'a tout de suite passionnée. Voilà, j'ai pas trop de questions, j'ai pas trop de réponses à amener à cette question. Moi je m'en suis rendu compte sur le tas, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. À moins que vous ayez eu une expérience professionnelle auparavant qui vous dise que les enfants c'est votre truc, c'est fait pour vous, et que vous êtes certain que la pédiatrie ça sera votre délire. Sinon je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à comprendre au fur et à mesure, et à partir du moment où j'ai fait ce stage de soins intensifs, je me suis dit que c'était ce que je voulais faire. J'ai fait en sorte de faire beaucoup de stages de soins intensifs par la suite, je crois que j'en ai fait 5 ou 6 au total, et mon premier boulot était en soins intensifs, et aujourd'hui encore je travaille dans ce service, enfin dans un autre service mais dans la même spécialité, donc voilà, moi ça se confirme, c'est vraiment tout ce que j'aime. Une autre question qu'on m'a posée, est-ce qu'on peut être infirmière mais mauvaise en maths? Alors je crois que je l'avais déjà précisé dans ma première vidéo, mais oui, il n'y a aucun souci pour les maths, les sciences en général, vous n'avez pas besoin d'être Einstein pour être infirmier. Les maths, alors les chiffres, on est en plein dedans toute la journée, les calculs de dose on en fait beaucoup, encore une fois ça dépend du service dans lequel vous travaillez, mais moi j'en fais vraiment tous les jours. Il ne faut pas avoir peur des chiffres, si vous êtes allergique aux chiffres c'est pas la peine, mais on va jamais vous demander de faire un logarithme, on va jamais vous demander de faire des stats, des probas ou que sais-je encore. On va vous demander de calculer des débits de perfusion, on va vous demander des produits en croix, hein, ça va pas beaucoup plus loin que ça, et puis on va vous demander de calculer des concentrations, donc révisez bien vos conversions, voilà, milligrammes, microgrammes, etc. C'est des choses qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Encore une fois, ça dépend des services. Si vous êtes, voilà, typiquement si vous êtes en maison de retraite, je pense pas que vous ayez besoin de faire ce genre de calcul tous les jours, mais ça peut vraiment vous arriver, donc c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Donc voilà, faut pas avoir peur des chiffres, mais c'est vraiment la base des mathématiques, donc voilà, on va pas vous demander des choses complètement incroyables. On m'a demandé également comment sont perçus les piercings et les tatouages en milieu hospitalier. Alors, moi je ne pense pas que ça soit un critère à l'oral, c'est-à-dire si vous arrivez avec un piercing au nez ou un tatouage sur le poignet, on va pas se dire alors si on a le choix entre elle et quelqu'un d'autre, je pense qu'on va prendre l'autre. Non, non, on va vraiment se baser sur vos compétences, sur votre vécu. Pareil si vous arrivez avec les cheveux rouges ou une crête bleue ou que sais-je encore, je pense pas que ça soit mal vu. En dehors de ça, le milieu hospitalier c'est un milieu dans lequel
j'arrive pas à tourner ma phrase, mais en gros, plus vous êtes discret, mieux on vous tolère. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Il vaut mieux se fondre dans la masse, il ne faut pas essayer d'être complètement extravagant. Je suis pas du tout en train de vous dire d'enlever vos piercings, de faire recouvrir vos tatouages, de les maquiller ou que sais-je encore, mais soyez pas surpris si on vous fait des réflexions, surtout que on est quand même souvent amené à travailler avec des patients qui ont au-dessus de 70 ans, hein, puisque statistiquement on a plus de problèmes de santé après 60 ans qu'avant 60 ans. Et ces personnes-là sont parfois pas tendres. Moi j'ai déjà vu des réflexions, il y a même du racisme, hein, je vais pas vous mentir. Moi c'est un truc qui me rend complètement folle, mais j'ai déjà vu des patients qui disent voilà, je veux pas me faire soigner par cette personne parce qu'elle est noire. C'est complètement intolérable, on le dit, on laisse pas passer des choses comme ça. Moi ça m'est jamais arrivé de dire à ce patient ah bon vous voulez pas, bah tant pis, écoutez on va vous trouver quelqu'un d'autre. Bah non, ah non, vous êtes à l'hôpital, vous vous faites soigner par la personne qui est là ce jour-là. On ne choisit pas la couleur de peau, on ne choisit pas les origines de la personne qui s'occupe de vous. Donc ça c'est complètement intolérable. Pour tout ce qui est modification corporelle, piercing, tatouage, voilà, je vous mets en garde, on peut vous faire des réflexions, ça peut être mal vu, je pense pas qu'on puisse vous obliger à les retirer. À part dans des milieux vraiment très sélects, si vous êtes dans une clinique privée avec voilà, des patients qui viennent d'un milieu assez sélect et puis qu'à l'embauche on fait très attention à ce problème-là. Et en dehors de ça, je vous promets pas qu'on ne vous fasse pas de réflexion à ce sujet. Et oui, je pensais aussi, c'est pas une question qu'on m'a posée mais je sais pas pourquoi j'y pense, si vous êtes un garçon et que vous vous occupez d'une patiente, et qu'elle refuse que vous lui fassiez par exemple sa toilette, ça arrive, hein, ça arrive. On fait souvent en sorte de trouver une femme dans le service pour s'occuper de ce problème, puisqu'il y a des gens voilà, qui ont du mal avec le fait qu'un soignant du sexe opposé s'occupe d'eux. On le comprend davantage bien sûr qu'un problème de racisme, parce que ça c'est complètement inacceptable, et on fait en sorte de trouver quelqu'un du même sexe. C'est comme ça, c'est comme certaines femmes qui refusent de se faire, d'avoir une consultation avec un gynécologue, avec un homme. Et ça peut se comprendre, donc on fait en sorte de trouver quelqu'un du même sexe pour s'occuper d'eux. Une autre question que l'on m'a posée, par exemple à l'entretien, au dernier entretien juste avant d'obtenir le concours, donc quand vous êtes à l'oral, on peut vous demander quelles sont vos qualités, quelles qualités sont nécessaires selon vous pour être infirmière, ou alors si vous êtes en train de vous présenter, vous pouvez citer vos qualités. Alors, pour être infirmière, j'ai noté quelques idées. Il y a déjà un point qui est nécessaire, c'est d'avoir de la curiosité intellectuelle. Si vous aimez lire quelque chose, vous arrêtez à ce que vous avez lu et ne pas aller plus loin, le métier d'infirmière n'est sûrement pas fait pour vous. Les techniques médicales changent, se modifient et évoluent très très vite, donc on ne peut pas rester sur ses acquis et il faut avoir envie d'aller plus loin. Moi, par exemple, dans le service dans lequel je travaille, on a tout un protocole qui a été mis en place il y a à peu près 1 an, qui concerne les chirurgies digestives, donc les gens à qui on enlève un morceau d'intestin, à qui on enlève l'estomac, le pancréas, etc. Ce sont des chirurgies très lourdes, ce sont des patients à qui on met encore actuellement beaucoup de morphine en post-opératoire, ils ressortent avec des drains qui sortent un peu de partout, une sonde urinaire, on les laisse à jeun pendant des jours et des jours, du coup ils sont faibles, ils ont une fonte musculaire qui est impressionnante, et les suites derrière sont difficiles, on a du mal à se lever, de sortir de son lit, marcher, remanger, le transit intestinal a du mal à reprendre. Et donc le protocole qui est mis en place dans mon service vise à faire une sorte de réadaptation post-opératoire très rapide. Donc c'est des patients à qui on ne fait pas de morphine, on leur place des pompes péridurales comme on place aux femmes enceintes, on leur met pas de drain ou très peu, ils n'ont quasiment jamais de sonde urinaire, on les lève 4 heures après l'intervention, donc c'est assez étrange de voir des gens se balader en salle de réveil, mais je vous jure que ça arrive dans mon service. Donc au début ça fait un peu bizarre, on se dit mais je crois qu'il a été opéré il y a 4 heures à peu près, mais il est déjà en train de marcher. Oui, mais ils ont des anesthésies très contrôlées, avec des produits à demi-vie, donc à des produits d'anesthésie qui disparaissent très rapidement dans le sang, ils se réveillent beaucoup plus vite, on les réalimente 4 heures après l'intervention également, on leur donne des solutés de réhydratation avec beaucoup de protéines pour qu'il n'y ait pas de fonte musculaire, on leur fait faire de la kiné respiratoire, et c'est un truc c'est complètement choquant. Si vous n'avez pas envie de vous intéresser à ça et que vous travaillez dans ce type de service, ça va pas le faire. Moi c'est un truc, j'ai essayé de m'y intéresser, c'est d'ailleurs, oui je l'ai fait, ça me plaît énormément et je suis épatée de voir que la médecine peut faire autant de progrès en si peu de temps. Et ça fonctionne, c'est des gens qui se remettent très bien de leur intervention. Donc voilà, ça vous donne un exemple à peu près de la curiosité intellectuelle qu'il faut avoir. En deuxième qualité, vous pouvez parler de l'envie de se dépasser, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie
de remettre en cause vos compétences, de toujours essayer de faire mieux, de s'occuper mieux des patients, c'est quelque chose qui est très bien vécu, voilà, ce dynamisme, c'est quelque chose qui est très bien vu. En dehors de ça, bien préciser que pour vous l'objectif c'est le bien-être du patient, hein. L'objectif c'est pas de rentrer chez soi le soir et de se trouver pas trop fatigué ou d'avoir bien mangé, bah non, c'est que le patient aille bien. Donc être dans cette optique de se dire voilà, moi je vais au travail le matin, on me confie un patient et mon seul objectif c'est qu'à la fin de la journée ils me disent qu'il se sent bien. C'est quelque chose d'important. En dehors de ça, n'oubliez pas de bien préciser que vous avez envie de travailler en équipe, quel que soit le service dans lequel vous travaillerez, et même si vous êtes infirmière libérale, vous travaillez en équipe. Même une infirmière libérale travaille avec des kinés, travaille avec des médecins, des ergothérapeutes, voilà, il y a vraiment toute une catégorie de métiers qui se centrent autour du patient et c'est très important d'avoir l'envie et la facilité de travailler en équipe. On se donne des consignes entre nous, on se donne des conseils, il faut accepter la critique, il faut aimer déléguer, il faut savoir déléguer, c'est pas toujours facile et voilà, c'est quelque chose de très important. Si vous êtes solitaire, que vous détestez travailler en contact avec d'autres personnes, le métier d'infirmier à mon avis n'est pas fait pour vous, voilà, clairement. Et on m'a posé une autre question qui est très intéressante, c'est que répondre à la question est-ce que vous avez peur de côtoyer la mort? Moi c'est une question qu'on m'a posée à un des entretiens que j'ai passé et je m'y étais préparée donc j'ai réussi à répondre sans trop de difficultés. Moi quand j'ai commencé les études d'infirmière, la seule mort à laquelle j'avais été confrontée c'était celle de ma grand-mère quand j'avais 6 ans. Donc déjà 6 ans on n'est pas bien grand, j'avais pas trop de souvenirs et voilà, j'avais jamais vraiment côtoyé la mort de très près. Donc ce que je leur ai dit c'est que voilà, j'avais pas du tout d'expérience de ce côté-là, que je ne savais pas comment réagir parce que ça ne m'était jamais arrivé. Donc j'imaginais que le premier décès d'un de mes patients serait difficile à supporter mais que j'allais y travailler et que j'allais demander des conseils aux personnes qui travailleraient avec moi et que probablement avec l'expérience ça serait plus simple. J'ai aussi précisé qu'à mon avis un décès n'est jamais facile à supporter, que vous soyez proche du patient ou pas. Moi je trouve que c'est toujours insoutenable de se séparer d'un patient et de le voir filer entre vos doigts, c'est quelque chose de difficile, vous avez beau vous y préparer, vous avez beau essayer de pas trop vous accrocher à lui, vous avez beau essayer de prendre du recul, c'est très difficile à gérer et voilà, moi j'ai 4 ans d'expérience à peine et j'ai toujours beaucoup de mal avec la mort. Donc voilà, il n'y a pas de honte à mon avis à dire qu'on a du mal avec la mort.